Voilà, ici, c'est donc l'épureau aujourd'hui, mais c'était le chai avant. Ça, c'est le château. L'histoire de la propriété, elle date du XVIIIe siècle. Au départ, Château Cheval Blanc, c'était uniquement 20 hectares de vignes. Et ensuite, on a racheté des parcelles dans le sud. Et aujourd'hui, c'est une très jolie propriété de 40 hectares de vignes. Ce qui est un gros domaine pour Saint-Émilion. C'est l'une des plus grosses propriétés de Saint-Émilion, avec très certainement Château-Pavier et Château-Figeac, qui est notre voisin au sud. 40 hectares de vignes qui sont divisés en plus de 53 parcelles. Et cette histoire de parcelle, elle est très importante. Parce que pour nous, une parcelle, c'est un individu, c'est une identité, c'est un couple, un binôme, sol, cépage. Et la particularité du château Cheval Blanc, c'est qu'on est situé au bout de l'appellation Saint-Émilion. Les plateaux calcaires de Saint-Émilion sont au sud, donc je vous fais une coupe géologique comme ça. Nous ici, on est dans une partie qui a été érodée par les allers-retours marins, donc pas de calcaire à Cheval Blanc, mais des argiles. Pas de calcaire? Pas de calcaire, no limestone atoll, pas de calcaire. Des argiles, par contre, fantastiques roches, comme nos chers voisins de Pomerol. On a des sols qui sont beaucoup plus proches en termes d'identité du plateau de Pomerol que du petit village de Saint-Émilion finalement. Argile, grave et sable. Et on va aller voir notre plus vieille parcelle de la propriété parce qu'elle est juste là. Elle date de 1920, notre old lady, mais qui est fantastique encore aujourd'hui. Vous allez voir les vieux pieds. Et quel est le cépage de cette Cabernet Franc. Ah, c'est un Cabernet Franc sur argile. Et ce couple, cette combinaison, ce pairing, comme on pourrait dire, il est juste merveilleux. Cabernet Franc argile, c'est l'histoire de la propriété. Juste ici, ce sont des Cabernet Franc historiques. Donc 14, c'est le numéro de la parcelle. Ça s'appelle Vieux Cheval Blanc. C'est le nom de la parcelle. Elle a été plantée en 1920. Et c'est donc du Cabernet Franc. Quelle belle vigne. Ça ne fonctionne plus. Magnifique vigne. Alors, grande vigne. Et comme vous pouvez le constater, il y a aussi beaucoup de végétal. Parce que Château Cheval Blanc s'est engagé il y a 3-4 ans dans ce qu'on va appeler notre troisième voie, notre voie alternative qui n'est que du bon sens agronomique. On s'est mis à planter des couverts végétaux parce qu'on ne croit pas à la monoculture. On pense que c'est la polyculture l'avenir de la vigne. Et c'est pour cela que, comme vous pouvez le constater, entre les rangs de vignes, oui, une fois qu'on a coupé le raisin, on plante ce qu'on appelle des semis. On plante un mélange de graines. Un mélange de graines qu'on n'a pas choisi au hasard, qui sont adaptés pour vivre au milieu des rangs de vignes. Donc c'est du seigle, du lin, du radis, de la moutarde. Là, on n'a pas encore les fleurs. Premier intérêt, l'adaptation au réchauffement climatique, puisque les sols sont moins chauds, on absorbe davantage les précipitations et on a moins d'érosion dans les sols. Premier aspect, on a arrêté complètement de labourer les sols. Donc on a un oxygène qui est apporté par les vers de terre. On a retrouvé les vers de terre et on est très content. Et donc on a amélioré la biodiversité. C'est aussi l'intérêt de cette petite mare derrière vous, avec des canards qui sont venus, qui sont complètement sauvages. C'est pas nous qui les avons intégrés. On a vraiment voulu retrouver cette biodiversité, ces sols vivants,
à l'extérieur. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que dessous, il se passe aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a des racines. Il y a des racines de ces couverts végétaux. Et ces racines, en fait, vont échanger avec les racines des vignes. Donc c'est un échange de bons procédés, mutual benefits, d'eau, de sels minéraux, de nutriments qui sont dans le sol, entre les racines. Donc ça, c'est les fameux vegetal covers ou cover crops, comme on les appelle en anglais. En plus des couverts végétaux, on a planté des arbres. On a planté des arbres forestiers et des arbres fruitiers. En fait, ces arbres, ça va être des niches pour des oiseaux, prédateurs naturels de la vigne, comme par exemple les chauves-souris, qui sont de fantastiques prédateurs du ver de grappe. Et l'autre intérêt, qu'on ne voit pas, et c'est la même chose que pour les couverts végétaux, c'est dans le sol. C'est-à-dire que sur les racines de ces arbres, en fait, il y a ce qu'on appelle des mycorhizes, c'est un peu scientifique mon histoire, mais retenez champignons microscopiques qui vont apporter l'eau, les sels minéraux et des nutriments aux racines de la vigne. Ok ? On n'est pas en bio, on est en conventionnel raisonné, c'est-à-dire que on calcule quand même nos indices de fréquence de traitement pour être le plus bas possible, et puis c'est du bon sens, c'est du traitement si nécessaire, et quand c'est nécessaire, on traite, mais c'est aussi beaucoup d'observation. Le truc, c'est que ça dépend aussi beaucoup du millésime, c'est-à-dire qu'en 2022, il a fait très sec, il a fait très chaud, c'était pas propice au mildiou, à l'oïdium, donc oui, peu d'utilisation. Des années comme 2021 avec des pressions mildiou énormes, et là on est à Bordeaux, donc l'humidité c'est notre quotidien, oui. Il faut quand même traiter, sinon votre vignoble est dévasté. Et nous, on traite avec du conventionnel, et les organiques, les bio, traitent avec du cuivre. Donc le cuivre, c'est pas forcément notre vision de l'agriculture non plus. C'est quoi la différence principale de ce terroir fantastique d'un vin mythique, historique? Justement, c'est ce que je vous disais. C'est toute cette diversité et cette complexité de sol que sont les argiles, les graves et les sables. En fait, si vous faites une coupe géologique de tout ce coin, on a eu une chance inouïe de ces allers-retours marins, de ces rivières qui ont déposé ces alluvions, qui ont laissé ces argiles à des endroits qui ont fait qu'on a pu planter du merlot évidemment et beaucoup de cabernet franc. Le cabernet franc se comporte très bien sur les graves et sur les argiles. On arrive à l'amener à maturité, on a une très belle structure tannique. Et l'histoire de Château Cheval Blanc, c'est beaucoup de cabernet franc. Et ça, c'est très unique, en fait. Et très spécifique au Château Cheval Blanc. Le merlot, pour la faire courte, c'est le fruit, c'est l'explosion en bouche, c'est de la fraîcheur, c'est aussi quelque chose d'assez rond, qui est très attrayant, qui est charmant. Le cabernet, c'est le squelette tannique, c'est l'architecture du vin, en fait. Donc, et ce sol-là a permis aussi d'avoir ce pourcentage-là de cabernet franc. Donc, l'histoire de Cheval Blanc, c'est 60% de cabernet franc, 40% de merlot. Aujourd'hui, ça dépend des millésimes. En 2011, c'était à peu près ça, sur le millésime 2011. Ces dernières années, c'est toujours un tout petit peu plus de merlot. Et de vignoble, quel est le pourcentage Alors, le vignoble, il est encépagé, ça doit être du 50, c'est à peu près 50-50, un petit peu plus de merlot que de cabernet franc. Et après, les rendements de chaque cépage vont faire qu'ils ne vont pas arriver dans les mêmes quantités au chai. Mais, et on a 2 petites parcelles de cabernet sauvignon. Mais voilà, ce qui représente dans l'assemblage du grand vin jamais plus de 5 à 7%. L'histoire des argiles, c'est que vous avez une texture en bouche qui est juste incroyable, en fait. Le cabernet franc, il est merveilleux. Un peu plus difficile à gérer parce qu'il est moins glamour, on dira. Mais par contre, il donne une complexité, une longueur, une allonge de bouche incroyable. Et justement, les cabernets francs, on fait ici de la sélection massale. C'est-à-dire que ce sont nos cabernets francs. On n'achète pas les clones à l'extérieur. Mais c'est une richesse incroyable. Oui. On a une chance inouïe d'avoir ces cabernets francs qui sont les cabernets francs de l'ADN du château en fait. Et vous voyez alors moi je l'appelle le framboisier, mais le chai couleur rose, il est de l'autre côté de la route. Cette petite route qui passe devant ce chai, c'est la frontière entre l'appellation Saint-Émilion et de l'autre côté on est à Pomerol.
Donc vous voyez qu'on est en fait sur une identité un peu hybride Saint-Émilion-Pomerol. D'où aussi vraiment le côté très unique du château Cheval Blanc. Donc ça par exemple là-bas c'est l'évangile. Vous voyez le cèdre tout droit là-bas? Oui. C'est Pétrus. Et là les filles sont en train les vigneronnes sont en train d'attacher. On les appelle les prix-faiteuses. C'est un système de prix-fait, c'est-à-dire elles s'occupent chacune de certaines parcelles, toujours les mêmes. Ah oui. C'est un peu leur bébé, quoi. Oui, oui, oui. Moi, ce sont les cuves, ce sont les. Elle connaît comme personne. Exactement. C'est les premières nourrices. Elles connaissent très très bien leurs parcelles. C'est incroyable. Il y a une fierté, il y a ce sentiment d'appartenance en fait au château qui. C'est pas lié seulement à l'excellence du château, au fait que ce soit un grand cru. C'est parce que je crois qu'on nous laisse notre place aussi. Et qu'on nous embarque en fait dans une histoire, dans un mode de management aussi, qui aide quand même beaucoup à se sentir partie prenante et impliquée. Ça, c'est super important. Le château, c'est une chose, les gens, c'en est une autre. Et le côté humain, il est indispensable pour se sentir embarqué et impliqué en fait. Voilà, c'est une autre expérience et puis c'est une autre compétence en fait, un autre savoir-faire. Mais chacun, finalement, est un maillon de la chaîne et puis c'est nous tous quoi qui constituons chacun est fier d'apporter. Je pense qu'on est très fiers. Quand vous dégustez un verre de Cheval Blanc, vous êtes à Cheval Blanc. Vous êtes dans le lieu. C'est pas une marque Cheval Blanc. C'est avant tout un vin d'un lieu spécifique, déterminé. Donc il y a une empreinte. Il y a une empreinte humaine aussi, très certainement, mais bon, c'est le terroir qui fait absolument tout le travail. Sans le terroir, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Et après, bien évidemment, les gens sont là pour apporter la précision et accompagner ce raisin. Oui, oui, oui. Évidemment. On déguste chaque jour chaque cuve, c'est-à-dire finalement chaque individu, chaque parcelle, et on a une compréhension du terroir d'une précision incroyable. Et finalement, c'est parce que on déguste depuis le premier jour des vinifications jusqu'à la fin des écoulages qu'on peut prendre des décisions si justes en fait. C'est-à-dire que c'est cette connaissance finalement de chaque cuve, donc chaque parcelle, qui va faire que on voit assez vite en fait. Ce que va être la dégustation, ce que va donner la parcelle. Et en fonction de ça, on commence à imbriquer les pièces du puzzle. Et ça, c'est magique. Ça, c'est en novembre. On a toutes les bouteilles sur la table de dégustation technique. Pierre-Olivier fait son maître assembleur avec les éprouvettes. Et c'est juste incroyable de voir à quel point, si vous voulez, chacune tire l'autre vers le haut. C'est vraiment cette diversité qui sublime l'assemblage à chaque fois, quoi. Et si au contraire on voit qu'une parcelle, ça peut arriver, hein, tire l'assemblage vers le bas, on va la laisser de côté et on va la laisser évoluer un peu dans le bois. Merlot qualité Cheval Blanc, Cabernet Franc qualité Cheval Blanc, petit lot de Cabernet Sauvignon qualité Cheval Blanc. Ensuite, vous savez qu'on a en deuxième vin un cheval blanc que l'on appelle le petit cheval. Donc on va aussi avoir des parcelles qui vont être dans ce vin-là. Il n'y a pas de règle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas certaines parcelles, les plus vieilles qui sont dans le cheval, les plus jeunes... Ah, il n'y a pas de règle? Non, on fait un reset chaque année. On repart à zéro. On peut avoir des vignes, les Cabernet Franc par exemple, au nord de la propriété, qui pour leur première année de production vont rentrer dans le cheval blanc. Et on se dit, c'est gagné. C'était un bon choix de porte-greffe, un bon choix de plantation, et la vigne se porte bien et exprime toute son identité, donc c'est gagné. Et au contraire, certaines années, en fonction du climat qui détermine beaucoup de choses en fait pour les parcelles, et bien certaines qui historiquement rentraient toujours dans le grand vin, et bien pour une raison X ou Y, on la connaît en général, la raison c'est ou trop d'eau ou pas assez d'eau, mais va bloquer, va pas se comporter normalement, et on ne pourra pas la mettre dans peut-être parfois même, ni dans le premier vin, ni dans le deuxième vin. Et les premiers vins et les deuxièmes vins, il y a une personnalité différente que vous cherchez ou non? Oui, en fait, le Château Cheval Blanc, le premier vin, c'est Château Cheval Blanc, c'est la signature. C'est
comment vous dire, c'est des tanins très droits, très aristocratiques, mais alors le côté très positif et très, si vous voulez, la différence, s'il fallait faire une différence entre cheval blanc et petit cheval, sans doute que cheval blanc est plus complexe, avec une trame qui va peut-être un peu plus loin, moi personnellement, j'aime beaucoup les deux. Et l'idée, ce serait de faire que du cheval blanc tout le temps, hein, si on pouvait. Pourquoi? Parce qu'on aurait vraiment une représentativité parfaite du parcellaire. C'est arrivé en 2015 et c'est arrivé en 2022. Okay. Pas de petit cheval. Que du cheval. Ces années-là, que du cheval blanc. Et même si on fait des stades des 20 dernières années, et on a fait cet exercice-là récemment, et c'était très très intéressant, plus les années passent, plus on fait du cheval blanc, et plus on a de parcelles dans cheval blanc. Donc ça veut dire que c'est gagné. Oui, qu'on arrive à les amener toutes à un niveau d'excellence, et du coup on a en fait quelque chose de très représentatif et de très singulier qui est la signature du terroir. Les palettes arrivent avec la plaque, vous avez vu la parcelle numéro 14, notre manif centenaire. Oui. Bon, avec une affiche comme ça qui reprend le numéro de la parcelle qui pour nous est la carte d'identité en fait, donc qui est mise sur toutes les palettes. Le raisin est rentré, moi je le pèse, c'est super important parce que ce tonnage va me donner derrière le volume de la cuve dans lequel je vais pouvoir entonner la parcelle. Enfin, encuver plutôt la parcelle. Et le raisin, avant cela, passe 24 heures en chambre froide. Pour le stabiliser d'un point de vue microbiologique et pour nous donner le temps aussi de définir l'encuvage le lendemain. Le lendemain, on va trier la parcelle. Tri manuel. Ce sont des dames qui reviennent chaque année, qui sont mes perles du tri, comme je les appelle, qui vont faire un premier tri sur grappe. Donc là, les feuilles, les escargots, les choses assez grossières. Ensuite, évidemment, on érafle. Donc les rafles partent d'un côté, les baies de l'autre. J'ai un deuxième tri sur baies. On met plus de soufre à cheval blanc depuis 2020 à l'encuvage. C'est notre propre levain qu'on met. En fait, pour prendre le terrain, ce sont des levures qu'on a trouvées sur la peau de nos raisins. On a envoyé des raisins à un laboratoire dans le nord de la France. Ils ont gratté pour trouver des levures avec son propre. Ouais. Une fois qu'ils nous les ont trouvées, ils ont fait des micro-vinifications. On n'est pas parti au hasard. Donc ils ont fait des micro-vinifs et ils nous ont dit celle-là, 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 c'est super. Et donc moi chaque année je leur commande des litres de levure en fonction du volume de vendange qu'on va faire. Oui. Voilà le chai de cheval blanc. Donc des cuves béton. Comme je vous le disais, autant de cuves que de parcelles, même plus de cuves que de parcelles. Cuve béton extérieur-intérieur, avec ici dans la paroi la thermorégulation qui est cachée. Donc je refroidis, je réchauffe, je maintiens à température. Les fermentations, donc au bout de 2 jours, on va levurer avec nos levures indigènes. On a fait des pieds de cuve avant et on fait des remontages. C'est uniquement du remontage, ok? Pas de pigeage, du remontage manuel avec une personne qui est en haut de la cuve et qui arrose les mares, ok? Ah ouais. Okay. Donc 10-12 jours de fermentation alcoolique. 10-12 jours? Oui, c'est la règle en fait. Si tout va bien, au bout de 10-12 jours, normalement les sucres ont été consommés et transformés. Avec l'équipe, dégustation chaque jour de toutes les cuves. Okay. Quand la fermentation est finie, on passe à une phase qu'on appelle macération à chaud. C'est-à-dire que la cuve est à 30 degrés, on ne touche plus à rien. Beaucoup de stagiaires qui me disent « Mais Carole, à quoi ça sert la macération à chaud ?» Bon, la preuve par l'exemple, si vous faites goûter une cuve sans macération, avec macération, c'est la polymérisation des tanins. C'est cette pixelisation en fait de la structure en bouche qui va apporter cette rondeur, ce gras, cet enrobage de bouche. À cheval blanc, en fait, ça fait quelques années de nombreuses années qu'on n'utilise pas les presses. D'accord ? Les presses ne sont pas ni dans cheval blanc, ni dans petit cheval. Soit on entonne en cépages séparés, Merlot, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, la même chose pour petit cheval. Soit tout se passe très bien à l'assemblage dès le début et on va constituer l'assemblage dès ce moment-là. Et on entonnera un vin fini, qualité cheval blanc. Voilà le chai du château Cheval Blanc. Château Cheval Blanc est élevé
100% fût neuf. Le petit cheval, 100% fût d'un vin qui a déjà vu du cheval blanc. Donc on travaille avec des tonneliers plutôt locaux, du chêne français exclusivement. Donc 5 à 6 tonneliers. On a de très belles dégustations avec les tonneliers, un travail extrêmement enrichissant avec eux, puisque en fait on fait beaucoup de dégustations, et notamment une dégustation après 1 an d'élevage, avec un tonnelier et toutes les barriques de ce tonnelier-là. Donc oui. Ça peut être 90 barriques. Et on fait cette dégustation-là de manière collégiale avec le tonnelier et l'équipe technique. Alors l'idée n'étant pas du tout de donner des conseils de fabrication, car je ne sais pas faire une barrique, mais c'est surtout que le tonnelier comprenne qu'est-ce que c'est que Château Cheval Blanc, qu'est-ce qu'on attend comme accord bois-vin, oui. En fait. Parce que je ne sais pas si vous savez, nous on fait des assemblages. Les tonneliers aussi font des assemblages. Ils prennent des bois de différentes forêts en France. Et après les résultats, vous disiez tonnelier, ah ça marche mieux. Alors c'est lui qui le sait. Mais effectivement, on veut une homogénéité. On veut garder l'identité du tonnelier. C'est pour ça qu'on en a 5-6 différents qui ont des marques un peu différentes. Et ça nous va très très bien. On la veut, cette diversité. Et l'idée, c'est que on ait des choses qui respectent en fait le vin. Voilà, donc 16 mois d'élevage. 16 mois. 16 mois pour chacun des deux vins. Le Château Cheval Blanc et le Petit Cheval. Et au bout de 16 mois, on va faire un sous-tirage. Un sous-tirage final. On va remonter le vin en cuve et on va le préparer à la mise en bouteille. Voilà. Et juste, je vous ai pas parlé des proportions et de la répartition, mais c'est plutôt du 80-20. 80% de Château Cheval Blanc, 20% de Petit Cheval. Pour vous donner un ordre de grandeur, en bouteille, Château Cheval Blanc, si tout va bien, ouais. Que le millésime se passe tout à fait bien, en termes de climatologie, on peut faire entre 220 à 120 000 bouteilles, ok. Et Petit Cheval, quand il y a du Petit Cheval, ça peut aller de 5 000 à 30 000 bouteilles. Ça dépend complètement du millésime. La décision d'avoir ou non du Petit Cheval, en fait, elle n'est pas prévue à l'avance, elle n'est pas programmée. Il y a aucun plan en fait dans tout ça. Elle s'impose à nous. Et pour le coup, même le marché n'a pas d'influence sur nous. C'est-à-dire que on n'a pas des commerciaux qui nous disent oui, ce serait bien. En fait, absolument pas. Moi, je ne suis pas connectée, ni mon directeur général. Avec, au contraire, si vous voulez, et c'est la nature s'impose à nous, en fait. Oui. Et on essaie de l'accompagner au mieux et d'en tirer le meilleur. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Les vins aujourd'hui sont mieux que les vins avant. Je pense qu'ils sont différents, que les équilibres ont changé. Est-ce qu'ils sont mieux, est-ce qu'ils sont moins bien? Moi, je déguste de vieux millésimes qui sont juste fantastiques. Donc, moi, je pense et j'espère que de plus en plus, on arrive à travailler les vins d'une manière la plus précise possible pour que finalement, ce que vous avez dans votre verre représente ce terroir, ces cépages, ce climat, et qu'il n'y ait pas des choses en fait qui font perdre l'identité du vignoble. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ou l'identité du cru. Voilà, moi c'est mon travail. Et j'espère apporter cette précision-là. J'espère faire en sorte qu'il n'y ait pas des déviations bactériaux et donc des mauvais goûts qui viennent perturber l'identité des cépages et du terroir. Vous voyez, ça c'est important. Oui. On en a quelques anciens au caveau. Jamais assez, parce que la mémoire c'est un trésor en fait. On en a quelques-uns et c'est merveilleux, enfin, c'est fantastique. Aujourd'hui on a une politique commerciale qui a changé, c'est-à-dire qu'on expédie 70% en primeur et on garde 30% qu'on expédiera que dans quelques années, une dizaine d'années, en livrable. Et l'idée, c'est de garder ces vins-là, en fait, ne serait-ce que pour nous, pour avoir la mémoire de tous ces millésimes et de toutes ces années et de tous ces climats. Donc c'est super, ça c'est très très important. Mais pour tous les métiers, je pense que dans la vie, de manière générale, la mémoire c'est important et la transmission c'est d'autant plus important. Donc les deux mots-clés. On est ici, ok. Ça c'est le chai là, la vague de béton. Oui. Ok. La parcelle que je vous ai montrée, c'était celle-là, la mamie. 14.
La 14, exactement, c'était la mare, là. Là, vous avez toute la partie nord de la propriété, ok? Ça, c'est tout le périmètre, ok? Ok. Nord, sud, ici les plateaux calcaires de Saint-Émilion, beaucoup plus loin sur le village de Saint-Émilion. Et là, la fameuse petite route qui sépare Pomerol ici de Saint-Émilion de ce côté-là. Vous êtes arrivé par cette route ici, avec les cèdres, la grande allée de cèdres. Et bien de l'autre côté de la route, vous aviez notre terroir de blanc, c'est-à-dire toutes ces parcelles-là. De A sont les lettres, c'est la nuance entre le blanc et le rouge. Le rouge, ce sont des chiffres et les parcelles, ce sont des lettres. Donc 13 parcelles, 10 de Sauvignon, 3 ici de Sémillon. Donc à peu près 80% Sauvignon blanc, 20% Sémillon. Ce sont des terroirs graveleux. Aucun problème. Donc, le petit cheval blanc, ok? Ok. Qui est une appellation Bordeaux blanc sec, le terroir que je vous ai montré. Alors, c'est un vin, on travaille ensuite que dans du bois. Ce vin ne verra que le bois. Alors, pas de barrique traditionnelle, uniquement du demi-muit de 6 hectolitres, du foudre, vous savez, ovale. Ah ouais, oui, oui. Les ovales comme ça en bois, et de la cuve bois tronconique. On est sur lit total. C'est pour ça que on a quand même un gras en bouche, quelque chose de très intéressant qui enrobe énormément. Et en fait, on a beaucoup voyagé, on a fait des voyages techniques en Loire, en Bourgogne, et on aime beaucoup l'expression du Sauvignon de Loire. On est très fiers de ce cépage, mais c'est vrai que on aime cette expression avec un peu plus de retenue, un peu plus le côté citrus, agrumes, pamplemousse et floral aussi, bergamote évidemment. Et donc on a cette tension au nez, et puis je ne sais pas si vous l'avez mis en bouche, vous allez voir, qui est contrebalancée par une bouche assez grasse, assez onctueuse, assez crémeuse. Chaque millésime arrive avec son lot de surprises, bonne ou mauvaise, Donc là aujourd'hui, il a parfaitement trouvé sa place. C'est un millésime très classique. 57 Cabernet Franc et 43 Merlot. 7 millésimes. Sur le 2011, oui. L'intégration. Il faut laisser l'oxygène rentrer, mais vous avez 100% fût neuf sur ce vin et vous allez voir qu'il est avec les fûts neufs, super intégré. C'est incroyable, mais c'est pour ça qu'on fait un gros et très intéressant travail avec les tonneliers dont je vous parle. Non, mais j'adore le voir vieillir aussi, parce que ce qui est intéressant quand on fait un vin, c'est de le voir évoluer, les phases par lesquelles il passe. Le 2011, il arrive dans la rive droite, à Château Cheval Blanc tout particulièrement, après 2009 et 2010. 2009 et 2010, qui sont des millésimes exceptionnels à Cheval Blanc. 9, 10. 11 arrive, un peu outsider, un peu... mais là, aujourd'hui, il a parfaitement trouvé sa place. C'est un millésime très classique, très représentatif du château, mais classique dans le très bon sens du terme. Il y a quelque chose de tabac. Non? Ah oui, complètement. Oui, oui, parfaitement. Pour les jardins. Ça truffe même un petit peu, hein, je trouve. Truffle. Vous avez un petit peu de... Ah oui, complètement, même de truffe dessus. Oui, oui, oui. Et on a quand même le fruit qui est là, on a cette fraîcheur. Et alors la bouche, elle est tout en... Elle est droite, elle est très allongée. Et ça, c'est le Cabernet Franc qui donne ça. Mais la texture en bouche, l'étonnant, il est puissant et en même temps, il est et doux.
Et oui, c'est tout le travail en fait. C'est qu'il arrive à donner cette architecture, mais tout en étant sur la longe. Les grands Bordeaux sont comme ça. Ils ont cette puissance du tanin qui fait du vin vieillir pour plusieurs années. Je suis complètement d'accord. Et en même temps, il a une élégance, une texture fin. Oui. Je ne sais pas si c'est les savoir-faire ou si c'est les terroirs. Je pense les deux. Je pense que le terroir, évidemment, il y est pour beaucoup. On vendange 16 mois d'élevage, mise en bouteille. Derrière, il faut le temps de vie, etc. Et donc, on est déjà à 2 ans de présence ici au château. Et il commencera alors en primeur à être expédié que N+3, 3 années après. Enfin, fin de l'année N+2, début de l'année N+3. Donc finalement, c'est vrai que c'est un produit qu'on va quand même travailler pendant 2 ans. Donc il ne s'agit pas on ne peut pas le refaire comme ça. Hein. C'est pour ça que quand je parle de précision, je répète toujours le même mot. Alors précision et compréhension en fait. Et puis on peut être précis si on comprend. Oui, pour comprendre et faire la prochaine année. Oui, c'est ça. Comprendre qu'est-ce que je peux faire mieux. Bien sûr, et puis je peux vous assurer que chaque année on apprend davantage. Hein. On apprend du millésime, de comment ça s'est passé, et le fait que les gens soient très présents à toutes les étapes, et ça c'est cheval blanc, hein. C'est de l'artisanat, c'est du cousu main, quoi. C'est presque de. C'est un travail de passionné, non? Ouais, c'est un travail de passionné. C'est un travail de passion et de transmission aussi, c'est-à-dire que et un travail d'équipe. Chaque employé, il voit au millésime, il dit là, il y a un peu de moi là-dedans. J'ai œuvré, j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice. Oui, bien sûr. Je crois que oui. Ça, c'est chouette. Et on nous le fait ressentir comme ça. Mais la direction dit il faut avoir l'identité cheval. Oui. Pour tous les vins. Oui. Cette question du réchauffement global a affecté quelque chose Bordeaux? Alors en 2022, oui, puisque le millésime 2022, c'était le millésime des extrêmes à Bordeaux. On a atteint des pics de température de 40 degrés, ce qui n'arrivait jamais à Bordeaux, une sécheresse très importante. Mais ce qu'on a constaté, c'est que le végétal est très intelligent. C'est-à-dire que le végétal a compris en 2022 qu'il n'y aurait pas d'eau, parce qu'il n'y a pas eu d'eau au printemps. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il s'est adapté, qu'il a fait une sorte de ralentissement de son métabolisme. Et donc finalement, on a vendangé en 2022, contre toute attente, des raisins qui se sont goûtés très frais. Mais vraiment, de la fraîcheur. Pourquoi? Parce que ce raisin, il a fait des peaux très épaisses, ça l'a protégé de ce qu'on appelle les échaudages. Voilà, ça a garanti la fraîcheur. On a eu des toutes petites baies qui ont fait qu'il y a eu une très jolie concentration. Et donc, extrêmement surpris par la fraîcheur de ce millésime, les feuilles sont restées sur les vignes en 2022 jusqu'au moins début décembre, et vertes, ce qui n'arrivait jamais. C'est pour ça que quand je parle de ralentissement du métabolisme, il y a eu une adaptation du végétal. Bon, après 2022, c'est pas spécialement une bonne nouvelle pour l'environnement non plus, parce que ça veut dire qu'il va falloir s'adapter à tout ça. C'est pour ça qu'à Cheval Blanc, on a des couverts végétaux. C'est pour ça qu'on a planté des arbres. C'est pour ça qu'on essaie quand même d'adapter une agriculture à alors réchauffement, dérèglement, on dira un peu comme on veut, parce que ce réchauffement fait aussi que c'est très déréglé, qu'on a aussi des inondations en France un peu partout. Mais on essaie effectivement de s'adapter et d'anticiper tout cela avec ce bon sens en fait, ce bon sens vigneron. Donc, et après sur les vinifications, oui effectivement on a des tanins qui sont plus concentrés, donc l'avantage de déguster tous les jours, c'est qu'on sait ajuster au fur et à mesure et au jour le jour en fonction du millésime qui arrive, parce que ça on ne peut pas le savoir à l'avance en fait. Et voilà, donc je ne peux pas en dire plus. Les années qui viennent nous en diront certainement plus, mais on commence à prendre aujourd'hui effectivement des décisions pour demain. Oui, moi aussi, moi j'ai... C'est la délicatesse.
Chaque année, on apprend. On a acheté Kiko en 2008 et j'ai compris le parcellaire, j'ai compris les sols et ça, je l'ai fait. Et vous avez un temps magnifique. Oui. C'est super, hein? J'ai de la chance. C'est chouette. C'est chouette.